Si vous êtes malheureux en amour, vous avez toujours la malchance de tomber sur le mauvais partenaire. Ne faites surtout pas l'erreur de rater cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir. Cette vidéo est la continuité de la précédente où nous avions cerné dans toutes ses dimensions la question de savoir pourquoi certaines personnes ont tendance à tomber toujours sur le même type de partenaire. Donc, si vous ne l'avez pas encore suivi, merci de cliquer sur le lien qui apparaît comme ça en haut à droite. Il me semble plus que nécessaire de rappeler d'où vient le fait que certaines personnes sont souvent malheureuses en amour. En fait, tout dépend de la relation que nous avions avec notre parent du sexe opposé à l'âge où l'énergie sexuelle se développe, plus précisément entre 3 et 6 ans. Si cette relation est malsaine, toxique, vide d'affection, nous aurons tendance à appeler des types de partenaires qui vont appuyer toujours sur la blessure pour nous rappeler en fait ce que nous avons à régler en nous afin de pouvoir vibrer d'autres énergies et d'attirer le partenaire idéal pour nous. Par conséquent, force est de constater que tout dépend de cette relation particulière que nous avons avec notre parent du sexe opposé, qui va être une sorte de pattern d'énergie que nous allons vibrer. Et vous n'êtes pas sans savoir, on n'attire que ce que l'on vit. Maintenant, pour changer ce pattern, ce modèle d'amour, afin de pouvoir attirer le partenaire de notre rêve, nous devrons systématiquement changer les énergies que nous vibrons. Et pour ce faire, le processus de changement doit passer par les 3 étapes suivantes. La première, c'est l'identification et la reconnaissance, c'est-à-dire mettre à la lumière notre inconscient, nos zones d'ombre. Quelle relation particulière nous avions avec notre parent du sexe opposé à cette période cruciale où l'énergie sexuelle se développe? Est-ce que réellement c'était une relation saine ou bien elle était malsaine, vide d'affection, négative? Et pour répondre à cette question, nous pouvons faire ce qu'on appelle l'effet miroir, qui prône l'idée selon laquelle ce qui nous irrite chez les autres et en nous-mêmes et peut nous ramener à une meilleure compréhension de qui nous sommes réellement. En fait, ce que nous sommes conscients d'être et ce que nous observons en nous, mais ce que nous sommes inconscients d'être et ce que nous observons chez les autres. Par conséquent, quand vous jugez, vous critiquez quelqu'un, soyez conscient que c'est votre vraie nature qui se reflète sur cette personne. Et si nous arrivons à cerner tout ce qui nous irrite chez les autres, ce que nous avons tendance à pointer du doigt, là on pourra saisir nos zones d'ombre, nos blocages, ce que nous avons à purifier en nous afin de vibrer d'autres énergies. Ce faisant, vous devrez prendre un bout de papier, un stylo et faire une introspection générale en faisant le bilan de toutes vos relations. Qu'est-ce que vous aviez tendance à reprocher à vos partenaires? Qu'est-ce qui vous irritait plus chez eux? Ne laissez aucun détail et ne faites pas de calcul. Faites taire votre intellect et écrivez tout en faisant preuve d'objectivité. Tout ce qui sera écrit sur ce papier n'est que le reflet de ce que vous avez à régler en vous. Et la deuxième question est que qu'est-ce que vos conjoints, vos partenaires, les personnes avec lesquelles vous étiez en relation avaient tendance à vous reprocher? Est-ce que elles vous reprochaient la même chose? Et quels sont les reproches qui revenaient le plus fréquemment? Vous savez, nous sommes les moins à voir nos insuffisances. C'est souvent les personnes avec lesquelles nous sommes en relation qui sont plus à même de voir nos limites. Parce que quand on est amoureux, véritablement amoureux, on devient vulnérable. Les masques tombent et notre vraie nature prend le dessus. Nos limites s'exposent. Ces choses, ces insuffisances que nous avions souvent tendance à cacher pour paraître comme une personne dépourvue de toute reproche possible, prennent le dessus. Parce que tout simplement, ce sentiment fort étrange
nous prend par les tripes. Vous pouvez aussi demander aux gens qui vous connaissent bien, à vos proches, qu'ils fassent preuve de sincérité, d'objectivité, afin de pouvoir vous édifier sur votre personnalité. Et la troisième question est comment vous vous sentez quand vous avez des différends avec votre conjoint. Là aussi, vous devrez écrire noir sur blanc la manière dont vous vous sentez, les pensées qui vous viennent à l'esprit et votre manière de réagir ou ce que vous avez envie de faire. Cela vous permettra de mettre à la lumière votre inconscient, votre programmation, votre syntaxe mentale, c'est-à-dire vos schémas cognitifs, vos schémas émotionnels et vos schémas comportementaux. Ce qui représente d'ailleurs votre caractère, attitude égale pensée plus émotion plus action. Notre manière de penser, de sentir les choses et d'agir forme notre personnalité. Si vous arrivez maintenant à répondre à ces trois questions, vous allez faire preuve de reconnaissance et d'identification. Identifiez exactement ce qui ne va pas avec vous, vos zones d'ombre, vos insuffisances, vos limites. Ensuite, vous passerez à la deuxième étape, l'acceptation véritable. Je dirais, dans ce processus de changement, cette étape est la plus cruciale parce qu'elle représente au moins 80% du processus de changement. En réalité, quand vous acceptez réellement vos limites, vous arrivez à les éliminer à jamais. Mais c'est aussi l'étape la plus complexe. Quand on parle d'acceptation, c'est l'amour véritable. C'est ce que les religions nous ont toujours dit. Aimez-vous les uns les autres. Et comme le rappelait souvent le Christ à ses adeptes, Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en toi. Parce que tout simplement, l'amour est l'élixir qui purifie nos âmes. En termes simples, c'est l'acceptation véritable. Accepter les choses telles qu'elles se présentent, accepter les autres telles qu'elles sont et s'accepter soi-même. Si nous pouvions mettre à la lumière nos schémas cognitifs, nous serons juste ébahis. Nous allons voir que tout notre dialogue intérieur tourne autour des mêmes frustrations, des mêmes culpabilités, des mêmes reproches. La plupart d'entre nous sont extrêmement intolérants avec eux-mêmes. Faites preuve de tolérance. L'amour, c'est l'acceptation. Acceptez-vous tel que vous êtes. Sachez qu'il n'existe pas un être parfait. Qui vous pouvez être? Bien évidemment, si vous êtes un humain, vous ne pouvez pas être parfait. Vous aurez des limites. Raison pour laquelle c'est tout juste absurde de se faire toujours des reproches, de se culpabiliser. Acceptez de faire des erreurs, d'avoir des limites. Vous n'êtes pas sans savoir, sans l'acceptation, on ne peut pas parler de changement parce que c'est le premier pas. Si vous n'acceptez pas que vous avez des insuffisances, la question du changement ne se posera même pas. Par conséquent, toutes ces limites que vous aviez écrites à la première étape, acceptez-les profondément. Pardonnez-vous. Mais attention, cette acceptation est loin d'être intellectuelle. Elle est émotionnelle. Parce que il faut lâcher prise. Si c'est intellectuel, vous vous limitez dans le domaine cognitif, dans le registre cognitif. Et vous ne pouvez pas lâcher prise si la question émotionnelle n'est pas réglée. Raison pour laquelle beaucoup de gens pensent pardonner. C'est parce que ils comprennent qu'intellectuellement, ils doivent pardonner. Mais en réalité, si à chaque fois qu'on pense à l'épreuve, à la chose qui nous avait fait mal et on éprouve des émotions négatives, sachez que vous n'avez pas pardonné. L'acceptation, le pardon véritable est une question de cœur. Elle est profonde. De toutes les façons, si vous voulez réellement changer, vous n'avez pas le choix. Tout ce que tu nies te soumettra. Tout ce que tu acceptes va te transformer. Le premier pas vers le salut est la confession, disent les chrétiens.
Et de toute évidence, la confession est une preuve d'acceptation. Je le répète, pardonnez-vous, acceptez d'avoir des limites, acceptez d'avoir des défauts parce que vous êtes un humain. Et cette étape est incontournable dans le processus du changement. La troisième et la dernière étape, c'est l'intégration. C'est-à-dire changer ses patterns, changer ses défauts, ses limites et d'intégrer d'autres schémas. Une autre manière de penser. Il faut savoir, tout est une question d'état d'esprit. Les actions que vous posez en place qui vous permettent d'avoir des résultats concrets, les résultats escomptés, ne sont que la finalité d'un processus initié par la pensée et gouverné par l'émotion. Donc, sachez que la pensée est à la source et la pensée est créatrice. Aussi paradoxal que ça puisse paraître pour certains, surtout nos initiés, la réalité dans laquelle nous vivons, c'est nous-mêmes qui la créons. Et les outils qui nous permettent de faire cette création sont nos pensées et nos émotions. Tout est spirituel avant d'être physique. Et nos pensées, nos émotions, nos croyances représentent notre divinité. Ce qui caractérise en fait l'énergie que nous vibrons. Et quoi que tu puisses faire, tu ne vas qu'attirer que ce qui correspond à l'énergie qui émane de toi. Pour maintenant intégrer en soi une autre programmation, d'autres schémas cognitifs qui soutiennent ce que vous voulez, à savoir l'amour de votre rêve, il faut tout juste écrire sur papier les caractéristiques qui représentent, qui qualifient cette personne que vous voulez attirer dans votre vie. Après avoir listé toutes ces qualités que vous attendez chez votre partenaire, essayez d'inculquer ça en vous. Car la meilleure manière d'attirer le partenaire idéal, c'est d'être imbu des qualités que vous attendez de lui. Et pour ce faire, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle les affirmations positives. Vous prenez la liste de ces qualités, vous les écrivez au moment présent. Par exemple, écrire au présent, je suis une personne loyale. Je suis une personne confiante. C'est ce genre de phrases qui vous permettront de faire des affirmations positives que vous devrez répéter fréquemment et religieusement. Ce qui fera que cela marche ou pas, c'est l'intention que vous y mettez. Si vous répétez ces phrases sans éprouver des émotions, elles resteront vaines parce que ça sera tout juste mécanique. Répétez ces phrases à voix haute et éprouvez l'émotion que ça crée en vous. De préférence juste avant de dormir et juste après le réveil. Cela reprogramme votre subconscient et vous permet de développer ces qualités en vous. Parce que à force de répéter même un mensonge, on finit par y croire. Et tout ce que nous croyons vrai en nous devient notre réalité. Croyez et vos croyances créons les faits. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est la visualisation créatrice, qui est aussi très efficace pour reprogrammer le mental. Mais ce qui fait que ces processus marchent, c'est l'intention que vous y mettez. Je le répète et j'insiste sur ça, parce que beaucoup de gens comprennent ces méthodes, mais malheureusement, ça ne marche pas pour eux, parce que tout justement, c'est avide d'émotions. Ils ne le font pas avec une foi simple, avec une véritable intention profonde qui vient au très fond de leur être. Il faudra pratiquer cette visualisation créatrice, de préférence après vos séances de méditation, juste avant de dormir et juste après le réveil. Parce que c'est dans ces deux périodes cruciales que le subconscient est plus à même d'être reprogrammé. Parce que le conscient est en mode veille et le cerveau analytique qui sépare ce conscient du subconscient est ouvert. Imaginez tel un théâtre mental avoir déjà dans votre vie ce partenaire de votre rêve. Vivez ça dans l'imagination comme si c'était déjà une réalité palpable, avérée. Vous devrez comprendre, votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue jusqu'à ses moindres détails dans l'imagination et une expérience vécue dans la réalité palpable.
plus vous faites ça, vous vivez intensément cela, vous faites preuve d'une foi simple, croyez-moi, c'est une question de temps. Vous commencerez à vibrer les énergies qui correspondent à ce partenaire que vous voulez. Et une fois que cela soit incorporé en vous, ça sera juste une évidence. Vous l'aurez sans l'homme de qu'on doute, parce qu'on n'attire que ce que l'on vit. On n'attire que ce qui se situe dans la fréquence que vibre notre énergie. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle l'imagerie, créer une sorte de tableau de bord, mettre la photo qui ressemble en quelque sorte au partenaire que vous voulez et écrire en gros caractères à côté les qualités que vous attendez de ce partenaire. Posez ce tableau quelque part où vous aurez l'habitude de le regarder, de l'observer fréquemment. Toutes ces approches, toutes ces pratiques, à savoir la répétition d'affirmations positives, la visualisation créatrice et l'imagerie, la création de tableaux de bord, n'est qu'une manière de faire une répétition mentale. Et c'est cette répétition active qui va créer de nouveaux schémas. Et comme le disait le Bouddha, nous sommes ce à quoi nous pensons la plupart du temps. Mais n'oubliez surtout pas, sans émotion, les pensées deviendront mécaniques et ne vont pas aboutir au résultat escompté. Les émotions sont en quelque sorte l'eau qui arrose les graines que nous sémons. Et ces graines que nous sémons représentent nos pensées répétitives. En somme, si vous arrivez à appliquer ces 3 étapes, à savoir l'identification et la reconnaissance, l'acceptation véritable et l'intégration, vous allez changer les énergies que vous vibrez et vous pourrez, ce faisant, attirer le partenaire de votre rêve. Le partenaire idéal pour vous. En tout cas, c'est tout le bien que je vous souhaite. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah.